Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Bonjour Rémi Pernelet qui nous a rejoint, spécialiste des médias. Gilles Gansman est toujours là et Hervé Gaucho est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des sages du CSA. Avec vous, on va parler de l'avènement de ces nouvelles plateformes qui changent considérablement le paysage audiovisuel. On connaît Netflix, on connaît Amazon Prime, OCS. Bientôt Disney va arriver, Disney+. C'est vrai que tout cela change considérablement la donne. Peut-être Rémi, un petit point sur ce que ça, ça génère. On peut rappeler ce qu'a annoncé le ministre Franck Riester en septembre dernier. Il a annoncé que les plateformes allaient être maintenant régulées par le CSA, donc par vous, avec quand même des objectifs ambitieux, puisque il estime que des conventions devront être signées par les différentes plateformes comme Netflix, Disney, aussi Amazon, que chaque plateforme devra s'engager à consacrer au moins 16% de son chiffre d'affaires. Enfin, ça, c'était en septembre, ce qu'il a dit quand il a parlé de 16%. Depuis, on a appris dans un article des Échos de la semaine dernière que pour les chaînes spécifiques fiction comme Netflix, ça pourrait monter à 25%. De la création française, consacrée à la création française. Oui, c'est ce que j'ai dit, à la production française. Donc, on sent qu'il y a quand même un bras de fer en ce moment entre les plateformes, le gouvernement, et que vous êtes chargé de faire appliquer ces mesures les plus strictes un peu. Oui, je ne sais pas si on peut parler de bras de fer. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il y a un dialogue. En même temps, le ministre de la Culture considère, comme un peu tout le monde, que finalement Netflix, Amazon Prime Video, demain Disney, vous venez de le dire, et les autres, à partir du moment où ils sont en France, il y a de bonnes raisons qu'ils participent, comme les autres opérateurs, les chaînes de télévision notamment, à la création. Ils disent qu'ils le font déjà. Oui. Mais ils le font déjà. Mais c'est vrai. C'est vrai. Netflix, en l'occurrence, là, ils ont annoncé qu'ils allaient investir dans une vingtaine de séries cette année pour 100 millions d'euros. Donc ils le font. Certains même, comme Netflix justement, considèrent que ça peut même être un argument commercial ou un argument face à leurs concurrents. Donc c'est pour ça, c'est pas vraiment un bras de fer. Après, est-ce que ce sera 16%, est-ce que ce sera 25% du chiffre d'affaires France? Ça, on le verra à l'issue du débat parlementaire qui va démarrer au printemps, puisqu'il peut y avoir quand même un certain nombre d'amendements, et puis je pense qu'il va y avoir aussi des discussions sur ce sujet. Mais faut pas croire que les grandes plateformes sont extrêmement réticentes ou debout sur le frein pour contribuer au financement. Il y a eu quand même Amazon et Netflix qui vont essayer d'alléger ce qu'on appelle le délai entre les films et leur sortie au cinéma. On est un des pays où les délais sont les plus élevés, et on a vu un communiqué de Netflix qui réclamait, par exemple, que les délais soient réduits, parce que dans tous les autres pays, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, où la plateforme est présente... Oui, vous parlez de la chronologie des médias, effectivement. Donc il y a déjà... La chronologie des médias a déjà été amendée, si j'ose dire, spécifiquement pour Canal+, qui est un très gros contributeur justement à l'industrie du cinéma. Est-ce que Netflix obtiendra la même chose? On va dire que Netflix, en tout cas, compense d'une certaine manière cette question de la chronologie des médias en faisant leur propre production et en sortant des productions de séries ou de films exclusifs. La télévision est obligée de se réinventer. Vous savez, quand je reçois des gens tous les matins, je leur dis est-ce que vous regardez la télé? Ils me répondent non. Et alors, je suis toujours très étonnée. Et en fait, quand on poursuit, ils disent « Ah bah si, je regarde Netflix ». Et en fait, Netflix et les plateformes, ça ne correspond plus à regarder la télévision. C'est-à-dire que c'est une autre manière. Faut savoir que la télévision reste quand même le média de référence, et notamment dans la consommation de contenu audiovisuel. Pour l'instant... Le marché des plateformes de vidéo à la demande progresse très fortement. Ça représente aujourd'hui 10% de la consommation de contenu audiovisuel. Netflix tout seul aurait 6 700 000 abonnés. C'est ce que a déclaré Reed Hastings près de 7 dernière. millions. Mais malgré tout, dans 90% des cas, les gens continuent de regarder la télévision classique, si j'ose dire. Donc la télévision a encore de beaux jours devant elle. 93% des foyers sont équipés d'un téléviseur, dont une grande partie d'ailleurs est connectée également sur Internet.
Internet maintenant, donc Ouais, c'est assez intéressant. Mais malgré tout, la télévision reste le média de référence. Et je pense que les télévisions vont s'adapter, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un grignotage de l'audience depuis quelque temps. S'adapte comment ? D'abord, en créant leur propre plateforme aussi, notamment les plateformes. Salto, les Alors, Français, il y a le ils vont projet s'y Salto mettre. de TF1, M6 et Salto. France Télévisions. Ça va normalement venir. Ça devrait. J'ai connu ça quand j'étais jeune, la création de Salto, l'annonce. Vous êtes très très jeune alors. Ouais. Non, c'est vrai qu'on attend. Il y a Salto, mais il y a aussi tous les sites de vidéos de rattrapage qui voilà. Et puis la télévision irrigue d'une certaine manière aussi Internet, parce qu'il y a beaucoup de consommation de contenu audiovisuel qui sont d'abord passés sur la télévision linéaire. Et puis enfin, la télévision va peut-être aussi se réadapter dans ses programmes en se recentrant sur, on va dire, ce qu'on appelait avant la magie du direct, ce qui ne se regarde finalement qu'en direct, l'information, les sports, certains jeux. Donc, je pense que la télévision on voit que France une grande Télévisions a vivacité. déjà mis à disposition ses programmes du soir dès le matin. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la vidéo à la demande est en train de devenir la norme. On l'évoquait dans la première partie de l'émission. The Voice fait pratiquement un tiers de son audience en replay. Oui, tout à fait. Les previews marchent assez bien. Plus belle la vie aussi le fait. Du coup, on comprend avec la place que prennent les plateformes aujourd'hui, cette volonté de vouloir les faire rentrer dans une sorte de contrôle quand même national, puisque en fait jusqu'à aujourd'hui, même si vous dites elles investissent, mais elles n'avaient aucune obligation. Et je pense que les chaînes réclamaient depuis longtemps quand même qu'il y ait une égalité de traitement, c'est-à-dire que elles sont tenues à énormément de contraintes. Par exemple, les 16%, eux, ils sont obligés de les investir. Donc, ma question, c'est, vous me dites, ils sont pas opposés, mais de quels moyens vous allez disposer pour, au cas où il y a une évolution des conditions commerciales qui fassent qu'ils disent finalement on veut plus maintenant. Quels moyens ? Comment on peut arrêter Netflix ? Il va y avoir en l'état actuel des choses. Encore une fois, la loi audiovisuelle n'est pas encore votée et n'est pas encore entrée en vigueur. Mais il va y avoir en gros deux types d'obligations. Une obligation, on va dire, nationale et puis une obligation européenne. L'obligation nationale, c'est celle dont vous parlez, c'est qu'effectivement, ils vont devoir contribuer à un certain pourcentage. Pour l'instant, on parle de 25%, ça peut être un autre chiffre, au financement de la création audiovisuelle et cinématographique française. Ça, c'est une première obligation. La deuxième obligation, qui, elle, est issue de la directive européenne et qui va être traduite dans le droit français, c'est l'exposition de 30% de production européenne sur les plateformes. Cette dernière disposition, on va vérifier qu'elle est faite. Elle sera vérifiée par le pays d'origine. Donc, par exemple, Netflix a son siège européen aux Pays-Bas. Donc, ça va être au régulateur, à notre homologue aux Pays-Bas, de vérifier qu'effectivement c'est fait. Nous, on dialogue évidemment entre nous, régulateurs européens, au sein de l'ERGA, et il y a cette vérification qui sera faite. Et puis, nous, effectivement, on aura charge de vérifier qu'ils respectent la deuxième disposition, celle sur la contribution financière. Après, quels sont les moyens ? Le moyen, c'est la loi. Le moyen, c'est la loi. Mais ça veut dire quoi ? D'interdire la diffusion, c'est ça ? C'est ça. Quel est le... Techniquement, on pourra infliger des amendes. Enfin, on dispose de tout un arsenal de mais sanctions. Contrairement à ce qui se passe avec les chaînes qui existent aujourd'hui françaises, qui utilisent la ressource publique, donc on peut toujours leur retirer la ressource publique. C'est l'arme ultime, j'allais dire, qui n'a jamais été employée. Enfin, qui a failli, mais bon. Mais moi, je suis moins pessimiste que vous. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on va plutôt travailler dans un dialogue constructif. Chacun à sa place, les plateformes à leur place et le régulateur qui va jouer son rôle de régulation auprès d'elle. Nous, ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on discute sur un certain nombre de sujets qui ont trait à la place de ces grandes plateformes qui viennent un peu disrupter, même si j'aime pas trop le terme, le marché de l'audiovisuel en France. Et on n'a pas le sentiment qu'ils sont effectivement très réfractaires à dialoguer avec nous. Est-ce que le CSA va avoir également, comme vous l'avez sur les chaînes françaises, un rôle de
contenu ou de vigilance. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont une liberté de création. Ils ne sont pas obligés de mettre les petits logos qu'on voit de moins 10 ans, moins 16 ans sur leur programme. Est-ce que tout cela va s'appliquer avec cette nouvelle loi c'est-à-dire sur le Netflix, contenu, sur le contenu, est-ce que vous allez dire ça, ce n'est pas correct, vous allez infliger des amendes ou pas, ou est-ce qu'il y aura toujours une liberté qu'on a sur Netflix de le faire. Alors, actuellement, avec les grandes chaînes de télévision privées, en tout cas, il y a des conventions qui sont signées avec le CSA. Et c'est pour ça, notamment, que nous souhaitons et que le législateur souhaite que des conventions soient signées entre ces grandes plateformes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour l'instant, les plateformes avec lesquelles on a discuté sont assez favorables à la signature de conventions. Après, on verra au moment de mettre le contenu en lui-même. C'est-à-dire que le CSA a un rôle de régulateur sur les contenus des programmes qui sont diffusés sur les chaînes françaises. Sur la maîtrise de l'antenne. Et sur la maîtrise de l'antenne. Oui, là, sur les plateformes, l'intervention est peut-être plus compliquée pour le CSA. Non, enfin, on n'imagine pas Amazon Prime Video diffuser, par exemple, des films pornographiques ou interdits aux moins de 18 ans. Déjà, ce serait sans doute pas dans l'intérêt de leur cible qui est plutôt grand public. Donc, il n'y a pas de direct, ce sera pas très différent. Ouais. Oui, alors en plus de ça, pour l'instant, il n'y a pas de direct. Non, mais il y a quelques polémiques sur des séries, sur une série jeune, par exemple, qui traitait le suicide et l'homosexualité. Il y a eu pas mal de choses qui ont été critiquées par rapport à Netflix. Est-ce que, donc, dans le futur, ça veut dire, ce que vous nous annoncez ce matin, c'est que dans le futur, vous pourrez vous réguler et intervenir sur les plateformes? Oui, en tout cas, on discutera effectivement avec elles et de toute manière, le rôle du régulateur, c'est de conformer les plateformes à la loi et à ce qu'il leur a imposé en France. Vous pourrez être saisi donc par les téléspectateurs, comme vous l'êtes aujourd'hui pour les chaînes de télé. C'est possible. Une auditrice nous dit: toutes ces chaînes payantes me rebutent, les budgets étant faibles, j'ai un peu de mal à comprendre que les gens s'abonnent. Alors, ce que nous avait expliqué quand on a fait l'émission c'est à Noël, c'est qu'en fait on peut se désabonner. C'est pas comme Canal+, on prend un abonnement sur un an. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner pour 5 € où vous regardez pendant tous les un mois tous les Point, épisodes d'un truc, et ça coûte finalement pas si cher que ça. Non plus, c'est quelque chose que moi j'avais pas compris. Effectivement, c'est que ce sont des abonnements qui sont éphémères. On peut s'abonner pour 5 €, regarder tout ce qu'on... Non, vous n'êtes pas d'accord, Rémi? Oui, si, c'est comme les gens qui vous vendent des crédits et qui vous disent vous pouvez renoncer, etc. Enfin, non, pour moi, très facilement. C'est facile, mais enfin, la plupart des gens dans la façon dont on utilise se désabonnent assez peu, à mon avis. Donc, c'est un vrai sujet, la question des abonnements, parce qu'il y a un vrai sujet économique dans tout ça, c'est que aujourd'hui, donc pour s'abonner à une de ces grandes plateformes, déjà, il faut avoir Internet avec suffisamment de débit. Ouais. Et en général, il faut avoir une box. Ouais. La box, en moyenne, en France, c'est déjà un abonnement de 32 € par mois. Auxquels viennent s'ajouter ensuite les abonnements. Contrairement aux plateformes de streaming musical Deezer ou Spotify, vous prenez Deezer, vous prenez Spotify, vous allez payer la même chose et vous allez avoir à peu près accès au même catalogue, même si vous allez avoir des ergonomies différentes. Là, sur les plateformes de vidéos à la demande, Netflix, Amazon, Disney et les autres, OCS, Salto, à chaque fois, vous allez avoir des programmes qui sont complètement différents. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous allez voir sur Netflix, vous ne le verrez pas sur Amazon Prime Video, vous ne le verrez pas sur Disney, donc etc., on est obligé de multiplier les abonnements. Donc ça veut dire que si vous voulez tout avoir, il faut multiplier les abonnements. Et c'est vrai qu'à un moment, la question va se poser du coût. C'est un peu le risque de l'atomisation en fait de l'offre, c'est-à-dire que d'un côté c'est formidable parce que le téléspectateur ça lui offre un choix extraordinaire, puis la possibilité de regarder la télé comme il veut, quand il veut, sur n'importe quel écran. Avec un choix mais de l'autre, important. Voilà, de l'autre, à un moment, il va devoir faire des choix d'un point de vue économique. Et c'est vrai que nous, Conseil supérieur d'audiovisuel, on est assez vigilants au pluralisme de l'offre, et puis à l'équilibre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les grandes plateformes. Hein. En tout, il y a 250 plateformes de vidéo à la demande en France. Il y en a certaines qui sont très petites, mais qui existent. Donc c'est tout un tissu économique qu'il va falloir
préserver et faire attention à ce qu'il ne soit pas totalement arasé par les grandes plateformes. On y revient dans un instant avec vous, Hervé Gaucho. Dans un tout petit instant, on est ensemble sur Sud Radio pour parler de ces plateformes. Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous avez beaucoup d'abonnements? 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons de toutes ces plateformes, Netflix, Amazon, OCS, bientôt Disney. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Star Wars, c'est ça, non? Non, Star Wars, c'est sur... En fait, ce qui va arriver, c'est Disney. C'est Disney. Alors, Disney. Il y a Pixar, il y a tout. Pixar, voilà. Pixar, et puis il y a surtout Universal. Ils ont acheté la Fox. Donc il y aura tous les films de la Fox, tous les films Marvel. Voilà. Donc ça va être un gros blockbuster. Ça va être aux alentours de 7 €. Je me trompe ou pas? Oui, 6,99 €, exactement. 7 € et ça sera... Vous n'êtes pas loin. Ça passera par Canal+. Donc comment est-ce que le paysage audiovisuel français va s'adapter? Comment est-ce que le CSA va pouvoir contrôler ses contenus? On en parle ce matin avec Hervé Gaucho, membre du CSA, Gilles Gansman et Rémi Pernelet. Voilà. Donc on parlait de ça et je voulais qu'on parle également de ce regroupement du CSA et de l'ARCEP, c'est ça, de l'ADOPI, pardon, pour créer une nouvelle instance qui va faire quoi alors? Qui va essayer de contrôler un peu plus Internet? Oui, alors c'est effectivement l'idée. Alors, contrôler, c'est beaucoup dire. On n'a pas l'intention de contrôler Internet. Ça reste un espace de liberté qui est à préserver. Régulé, c'est ça. Une fusion, ouais. C'est même supervisé. C'est régulé et supervisé. En l'occurrence, en ce qui concerne véritablement Internet et les réseaux sociaux, parce que c'est surtout des réseaux sociaux dont on parle. On va pas commencer à imaginer qu'on va être là derrière chaque post, derrière chaque tweet. Bien évidemment, pour l'instant, vous n'avez pas la main. Donc là, c'était la mission d'Adopi quand même. Alors non, l'Adopi était plus sur le peer-to-peer, le pair à pair, les téléchargements illégaux. Les téléchargements illégaux. Donc c'est pour ça, c'est deux sujets différents. En ce qui concerne l'Adopi, le Conseil supérieur d'audiovisuel avec l'Adopi, fusionné donc dans l'ARCOM, qui va être la nouvelle institution, va reprendre les prérogatives actuelles de l'Adopi, en les étendant, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aussi au streaming, c'est-à-dire au fait qu'on ne télécharge pas, mais on regarde directement sur un site des contenus illégaux, et à la manière de lutter contre ça, qui reste quand même l'usage illicite le plus répandu en ce qui concerne les contenus audiovisuels. Ça a beaucoup baissé ou pas ? J'avais lu ça, que le piratage... disons que plus vous poussez de l'offre légale et plus vous avez l'offre illégale qui c'est la part risque, en baisse. Mais c'est la part risque. On parlait juste avant des risques d'atomisation. C'est-à-dire que si à un moment les gens trouvent que c'est trop cher de s'abonner à de multiples plateformes de vidéos à la demande, ils peuvent se retourner vers des contenus illicites. On a un certain nombre de gens qui sont abonnés à des sites licites et ont des comportements illicites de piratage par ailleurs pour, entre guillemets, compléter leur offre. Et c'est particulièrement vrai pour les sports. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Ça peut se comprendre quelque part parce que quand on voit effectivement la complexité pour regarder le sport. On a le sport, la fiction. Si on additionne tout ça, c'est quelqu'un qui voudrait pouvoir regarder tout. Il est à 200 € par mois. Après, il aurait peut-être pas le temps de le faire. Ça peut monter très vite, évidemment. Pour avoir le choix vraiment de regarder ce qu'on veut, de tout ce qui existe. Et je comprends que les gens soient quand même choqués par, comme notre auditeur, auditrice, par ces montants. Alors, ce qu'on voit aux États-Unis, parce qu'ils ont toujours un petit temps d'avance sur nous, c'est qu'il y a un phénomène, pardon pour l'anglicisme, de cord cutting, c'est-à-dire que les gens font des choix dans leurs abonnements et un certain nombre se désabonnent de leur offre de télévision classique. Alors, soit ils font du cord shaving, c'est-à-dire qu'ils renoncent à un certain nombre de chaînes dans leur bouquet, soit ils font du cord cutting, c'est-à-dire qu'ils coupent carrément leur abonnement au bouquet de télévision pour se concentrer uniquement sur Internet et regarder la télévision sur Internet, parce qu'on peut aussi regarder la télévision sur Internet sans passer ça, c'est un vrai mouvement chez les jeunes qui ne regardent plus la télé et qui regardent sur leur portable. Et Claudine nous dit pas d'abonnement aux chaînes payantes, trop onéreuse pour mon maigre budget, et puis le net permet de regarder beaucoup de choses sans obligatoirement mettre la main au porte-monnaie. Et Marie, elle nous dit moi en gros je veux plus payer la redevance, quoi. Je regarde plus France Télévisions. Oui, mais alors
je veux la plus redevance, payer la redevance. La redevance ne finance pas l'ensemble de la TNT gratuite. La redevance, elle finance l'audiovisuel public. Oui. Donc, mais si on n'écoute pas et si on ne regarde pas l'audiovisuel public, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de payer la redevance? C'est une question qu'on peut. Oui, aujourd'hui, oui, la réponse est oui, mais est-ce que c'est une interrogation qu'on peut. Oui, ça a changé d'ailleurs par rapport à une période où on pouvait déclarer qu'on ne possédait pas de téléviseur. Là, aujourd'hui, c'est fini. D'autant plus que maintenant, vous pouvez regarder l'audiovisuel public ou l'écouter. Avec ou sans télé. C'est aussi pour Radio France sur Internet. Je voudrais juste redire, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent c'est très cher, c'est très cher. Genre, Amazon Prime, c'est 5 € par mois. Si vous commandez sur Amazon, ce que font beaucoup de gens pour avoir une livraison plus rapide, vous avez ces chaînes de télévision qui sont inclus. Vous avez un abonnement Amazon Prime que vous pouvez annuler le mois d'après. Vous avez également OCS, pas OCS, je crois que c'est plus cher, j'ai pas le tarif. Mais vous avez Netflix qui a des tarifs à 7-8 €. Donc là, pareil, vous pouvez vous abonner pour regarder une série, pour regarder pendant un mois ce que vous avez envie de voir, et vous n'êtes pas engagé. C'est pas des tarifs. C'est la question que je vais vous poser. Peut-être ils sont en train de dire, nos auditeurs, qu'on est en train de fabriquer une télé pour les riches et il n'y aura pas de télé pour les pauvres. Est-ce qu'on est en train d'avoir comme ça une distance qui va avoir entre les gens qui ont accès au divertissement et d'autres pas? Est-ce qu'on est en train de faire une télé pour les riches? Je crois que, alors là, pour le coup, moi, je suis très attaché à la pérennisation de la TNT. Ouais. Voilà. Je suis en train de travailler avec les équipes du Conseil supérieur de l'audiovisuel à sa modernisation et à sa pérennisation. Pourquoi? Parce à l'amélioration, pardon de vous interrompre, à l'amélioration des programmes, quand on voit certaines chaînes qui diffusent les Simpsons du matin au soir. L'amélioration des programmes, ça, il n'appartient pas au CSA de se mêler de la politique éditoriale des chaînes de télévision. Heureusement, ce serait relativement liberticide. Oui, mais il y a quand même des conventions qui ont été signées pour certaines chaînes et qui ne remplissent pas leurs objectifs. Je pense par exemple numéro 23, qui était une chaîne qui était censée être la chaîne de la diversité, qui n'est plus. Mais non, mais ça, c'est pas un sujet compliqué. Il y a des conventions qui disent que certaines chaînes doivent faire ça. Vous avez, je sais pas, une chaîne qui diffuse les Simpsons du matin au soir, d'autres qui diffusent. Quand les chaînes ne respectent pas leur convention et que ça vient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous agissons et nous les rappelons à l'ordre. Ils font leurs obligations le soir et la nuit. Mais c'est vrai. Je suis donc assez attaché à la TNT parce que je pense que la TNT cohabite avec les autres modes de réception de la télévision et que la TNT est un socle qui permet de regarder la télévision gratuitement, même si rien n'est jamais véritablement gratuit, de regarder 27 chaînes de télévision en clair et de la recevoir sur 97% du territoire. Donc c'est quand même assez important et sa modernisation devrait permettre d'avoir des services auxquels on a accès quand on est avec une box et auxquels on n'a pas accès actuellement avec la TNT, par exemple des informations sur les programmes, la possibilité de faire, là encore, pardon pour l'anglicisme, du start-over, c'est-à-dire de revenir au début du programme en cours de diffusion. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui quand on n'a que la TNT. Et l'idée de moderniser la TNT, c'est de mettre la TNT qui reste gratuite, on va dire, dans la course pour justement réduire l'écart entre les gens qui ont les moyens effectivement de s'offrir une box et des abonnements et ceux qui ne l'ont pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que on constate quoi? C'est que dans les gens qui n'ont que la TNT, parce que ça représente encore près d'un quart des foyers, qui n'ont que la TNT pour recevoir la télévision, on s'aperçoit que si on cumule ce qu'on appelle les CSP-, les catégories sociales professionnelles moins, et les gens qui sont sans activité, hors retraités, ça représente près de 70% des gens qui n'ont que la TNT. Donc on voit bien qu'il y a une question d'aménagement du territoire et il y a aussi une question effectivement d'équilibre pour les consommateurs. Ce serait bien Paris Première en clair sur la TNT justement. Voilà, je fais ma demande. J'ai quelqu'un du CSA. Merci à vous, merci à Hervé Gaucho d'être passé ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.